Ce soir, nous allons parler des opérations de secours lancées après la tempête Xynthia. Notre invité est ce soir Franck Desruelles, responsable de la formation et des dispositifs à la protection civile et membre également de la sécurité civile urbaine de Tours. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez dirigé plusieurs équipes d'intervention de la protection civile en Charente-Maritime après le passage de la tempête Xynthia. Quand vous êtes arrivé sur les lieux à Charon, c'est-à-dire le dimanche, c'est ça. Quelle était la situation et l'ambiance là-bas? On est arrivé le lundi plus exactement. Écoutez, c'était un peu le désastre. Il y avait de l'eau absolument partout, c'était inondé. Le plus difficile a été quand même d'arriver sur les lieux le plus rapidement possible et d'apporter ensuite assistance à la population. Et l'ambiance, est-ce qu'il y avait une ambiance particulière qui régnait? C'était une ambiance, je dirais, tout à la fois stressante pour nous parce qu'on rentrait tout de suite, je dirais, dans du sauvetage, parce que là, il fallait tout de suite intervenir rapidement par rapport aux maisons, du fait que voilà, il y avait des évacuations qui avaient été faites pendant la nuit, mais il pouvait rester encore des victimes dans les lieux, donc il a fallu faire déjà dans un premier temps un premier recensement. Et une fois que ce premier recensement a été fait, nous sommes intervenus bien évidemment au sein de la population pour pouvoir, je dirais, retirer les effets personnels les plus précieux. Voilà. Ça a duré combien de temps les opérations de secours, enfin de recherche des victimes? Alors le lundi et mardi étaient consacrés essentiellement à la recherche de victimes. Voilà. Ensuite, on rentrait plus dans un aspect un peu plus de déblaiement. Vous aviez été mis en alerte avant, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Moi, j'étais en alerte depuis le samedi soir. Alors, quels ont été les problèmes que vous avez rencontrés là-bas? L'eau, problème majeur, c'est ça? Oui, le souci particulier, en fait, c'était l'eau qui ne partait pas du fait de la rupture de certaines digues qui avaient été faites au préalable, en fait, pour, dans un premier temps, je dirais, protéger l'agriculture. Malheureusement, celle-ci servait finalement à la suite à protéger les habitations. Oui, donc tout le débat qui a suivi d'ailleurs. Oui, bien évidemment. Et ensuite, nous, ce qui nous inquiétait, effectivement, c'est l'eau qui partait, mais pas si vite que ça. Et donc, pour nous, pour faire le déblai, c'était compliqué, surtout qu'il y avait des rejets de fioul, il y avait du bois en suspension. Enfin, c'était impraticable, je dirais, dans l'arrière des maisons, surtout, quoi. Voilà. Et alors, donc, ils ont dû casser une digue pour pouvoir évacuer, enfin, plusieurs morceaux de digue pour évacuer l'eau, c'est ça? Oui, alors après, ça s'est fait le mercredi, de mémoire. L'armée est arrivée sur les lieux, la sécurité civile également, avec de très gros moyens, pour ensuite effectivement faire des cassures dans les digues pour pouvoir justement évacuer cette eau qui était stagnante, qui ne voulait pas partir au niveau des champs. Quoi. Voilà. Alors il y a autre chose qui vous a, enfin là pour le coup, excédé, c'est le comportement de certaines personnes et on pourrait dire le manque de civisme et de... Oui, je dirais qu'on a perdu certaines de nos valeurs, je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que on roulait en convoi, parce qu'on avait quand même 70 personnes dans ce convoi, donc on mettait le gyrophare bien évidemment et les phares allumés, et si toutefois vous ne forciez pas avec le 2 tons, malheureusement on ne vous laissait pas passer dans les carrefours, si toutefois vous restiez un peu trop longtemps pour reconstituer ce convoi, les gens vous klaxonnaient, je ne veux pas généraliser, mais je trouvais ça un peu limite, je dirais, toutes les régions, je dirais, limitrophes au village touché, quoi. Alors il y a ces personnes, il y a aussi les victimes. Comment est-ce qu'elles ont réagi psychologiquement? Alors voilà, dans un premier temps, il y a les victimes qui ont été touchées directement, je dirais, par des décès. Nous sommes intervenus dès les premiers jours justement chez cette personne qui avait perdu sa femme. Il a perdu sa femme et ses 2 petits-enfants. Donc l'ambiance très particulière, très pesante, tout en sachant que le temps qu'on l'ait aidé, ce monsieur partait à la médecine légale justement reconnaître les corps. Voilà. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. D'où dans mon équipe en fait j'avais deux secouristes en fait spécialisés justement en sociopsie, dont une psychologue de métier, qui intervenait ensuite une fois que nous on repartait justement pour continuer notre travail un petit peu plus loin, à faire justement l'assistance pour ces personnes, à gérer une certaine assistance. Voilà. Alors ces opérations de secours, vous les avez menées avec les moyens du bord, si je puis dire. Vous dénoncez le manque de moyens à la protection civile, à la sécurité civile, contrairement à d'autres associations. Ouais, complètement. Oui, disons que nous, on n'a pas de mannequin pour nous faire de la pub, donc c'est assez compliqué pour nous. Vous voyez, donc on a 32 000 adhérents sur toute la France. On n'a que des conseils généraux, les mairies qui nous font, je dirais, quelques dons, mais autrement, on va prendre à la mairie de Tours, on a la ville de Tours et on la remercie, nous verse 3 000 € par an et nous fait don d'une maison pour nos locaux, quoi. Hormis ça, c'est tout ce qu'on a.
Et alors comment vous fonctionnez avec 3 000 euros 3 000 euros, on a de la chance justement pour se faire connaître d'avoir une personne qui est salariée, qui travaille à mi-temps, qui de par ses formations fait connaître la protection civile. Ensuite, il y a un vase communicant avec les frais de personnel et les formations, donc ça nous fait quand même une certaine publicité. Et ensuite, bien sûr, c'est les postes de secours que vous pouvez voir au Tour Football Club, le Tour Volleyball et certaines foires un petit peu dans tous les petits villages, quoi. Voilà. Dernière question, vous êtes également rendu sur l'île d'Oléron. Oui. On a parlé de l'île de Ré qui était sacrément ravagée. L'île d'Oléron, dans quel état elle est? L'île d'Oléron a été très touchée et le bassin ostréicole a été également très touché. Donc les professionnels ont vraiment beaucoup de travail du fait qu'il y a encore toutes les caves inondées, les restaurants sont touchés et les particuliers ont vraiment été aussi également touchés de plein fouet, quoi. Ouais. Ceci dit, après, par rapport à l'île de Ré, l'île d'Oléron, l'île d'Aix et également les autres villages, certains ont été touchés, je dirais, par une montée brutale des eaux, d'autres ont plus été touchés par une vague qui les a frappés de plein fouet. Voilà. Très bien, merci beaucoup Franck Desruelles d'être venu sur ce plateau.